2 semaines après avoir fini de payer ma BMW 2024, je suis rentré à la maison pour trouver mon allée de garage vide. Paniqué, j'ai appelé mon père. Il a ri et m'a dit, on l'a donnée à ta sœur. Tu es célibataire. Elle attend un bébé. Elle n'a même pas le permis. Je n'ai pas discuté. À la place, j'ai déposé une plainte à la police. Le sentiment d'accomplissement que j'ai ressenti, en effectuant ce tout dernier paiement, était tout simplement indescriptible. 5 années de budget serré, d'heures supplémentaires à l'hôpital, et de refus à d'innombrables dîners et voyages, avaient finalement porté leurs fruits. Ma BMW 2024 n'était pas juste une voiture. C'était la preuve qu'à 31 ans, je pouvais me fixer un objectif et l'atteindre, entièrement par moi-même. Je me souviens du jour où je l'ai sortie du concessionnaire comme si c'était hier. Ma sœur cadette, Ashley, avait levé les yeux au ciel quand je lui avais montré les photos, faisant une remarque sur le manque de praticité des berlines sportives. Ma mère, Denise, avait pincé les lèvres, me demandant si j'avais vraiment besoin de quelque chose d'aussi cher. Seul mon père, Laurence, avait semblé sincèrement heureux pour moi, bien qu'avec le recul, je me demande si même cela était authentique. Le soir où tout a basculé a commencé comme n'importe quel autre mardi. J'ai terminé mon service dans l'unité de cardiologie de l'hôpital Providence Générale, j'ai quitté ma blouse, et je me suis dirigé vers le parking. Mon téléphone a vibré, un message de mon amie Britney, me demandant si je voulais aller boire un verre, mais j'étais épuisé et je voulais juste rentrer chez moi. La circulation était plus fluide que d'habitude. En traversant le centre-ville de Portland, je me suis arrêté à mon restaurant thaïlandais préféré pour prendre un pad see ew à emporter. L'air d'automne avait cette fraîcheur vivifiante qui me donnait toujours l'impression d'être en vie. Tout semblait parfaitement normal. Mon immeuble a des places de parking attribuées, et la mienne était toujours juste à côté de l'entrée. En arrivant sur le parking, j'ai immédiatement remarqué l'espace vide. Au début, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé d'endroit où je m'étais garé ce matin. Parfois, quand on fonctionne avec 6 heures de sommeil après un double service, le cerveau vous joue des tours. J'ai fait 2 fois le tour complet du parking. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que la réalité s'imposait. Ma voiture avait disparu. Quelqu'un avait volé ma voiture. Mes mains tremblaient en composant le 911. La répartitrice était calme et professionnelle pendant qu'elle prenait mes informations. Elle a dit qu'un agent serait là dans l'heure pour prendre ma déposition. Je suis resté là, dans l'air frais du soir, serrant mon sac de plats à emporter, avec un sentiment de violation que je n'avais jamais connu auparavant. Puis, j'ai pensé à appeler mon père. Il m'avait aidé à faire des recherches sur les dispositifs de sécurité quand j'avais acheté la voiture. Peut-être aurait-il des conseils sur les systèmes de suivi ou les déclarations d'assurance. « Salut, ma chérie », a-t-il répondu à la 3e sonnerie. Je pouvais entendre la télévision en arrière-plan, probablement un match de football. « Papa, on m'a volé ma voiture », ai-je dit, la voix légèrement tremblante. Je viens de rentrer et elle n'est plus là. J'ai déjà appelé la police, mais je ne sais pas quoi faire. Il y eut une pause. Puis il a ri. Il a réellement ri. Personne n'a volé ta voiture, ma chérie. Nous l'avons donnée à Ashley. Elle en a plus besoin que toi. Pendant plusieurs secondes, je n'ai pas pu assimiler ces mots. Ils n'avaient aucun sens, mis bout à bout dans cet ordre. Comment ça, vous l'avez donnée à Ashley? Ta mère et moi en avons discuté. Ashley attend le bébé dans 4 mois, et elle a besoin d'un moyen de transport fiable. Toi, tu es célibataire. Tu habites près de l'hôpital. Tu pourrais aller au travail à pied si nécessaire. C'est juste plus logique que ce soit elle qui l'ait. Mon cerveau peinait à rattraper ce que j'entendais. Papa, c'est ma voiture. Je viens de finir de la payer il y a 2 semaines. Vous ne pouvez pas simplement donner ma voiture. Ne sois pas dramatique, a-t-il dit, et je pouvais entendre ma mère dire quelque chose en arrière-plan. Nous sommes une famille. Dans une famille, on s'entraide. Ashley et Brett n'ont pas les moyens d'acheter une nouvelle voiture en ce moment, avec un bébé qui arrive. Ashley n'a même pas de permis de conduire, ai-je rétorqué. Elle l'a perdu il y a 3 ans, après sa 2e accusation pour conduite en état d'ivresse. Elle est sobre depuis 18 mois, a contré mon père, et Brett peut la conduire. Ils ont besoin d'un véhicule fiable. J'avais l'impression d'être dans une sorte de cauchemar surréaliste. Comment avez-vous même pu prendre ma voiture?
Ta mère a ton double des clés, tu te souviens? De l'année dernière, quand tu avais cette conférence médicale et que tu avais besoin que quelqu'un la déplace pour le nettoyage des rues. J'avais donné ce double à ma mère en toute bonne foi, n'imaginant jamais qu'elle l'utiliserait pour une chose pareille. La trahison était plus profonde que le vol lui-même. Ça ne vous donne pas le droit de prendre mon bien, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable. Je veux que tu dises à Ashley de la ramener, tout de suite. Le ton de mon père a changé, devenant plus dur. Écoute, ta sœur est sur le point de devenir mère. Elle a des responsabilités maintenant. Toi, de toute façon, tu dépenses tout ton argent pour toi. Appartement chic, voiture de luxe. Ça ne te fera pas de mal de faire ce sacrifice. J'ai travaillé pendant 5 ans pour payer cette voiture. Chaque paiement est venu de mon salaire. Et ta mère et moi, nous avons payé tes études universitaires, a-t-il répliqué sèchement. Où tu as oublié ça? Nous ne t'avons jamais demandé un centime en retour. Le moins que tu puisses faire, c'est d'aider ta sœur quand elle en a besoin. La logique était si tordue que je pouvais à peine formuler une réponse. Vous m'avez fait un cadeau, et maintenant vous l'utilisez comme justification pour me voler. Surveille ton langage, a-t-il dit vivement. Nous n'avons rien volé. Nous réattribuons les ressources familiales. Ashley a plus besoin de cette voiture que toi. Fin de la discussion. Il a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant mon téléphone, mon dîner refroidissant dans son sac en plastique. Une berline est entrée sur le parking, et une policière en uniforme en est sortie. L'agente Martinez avait la quarantaine, avec des yeux bienveillants qui en avaient probablement trop vu. Elle a noté toutes les informations, marque, modèle, plaque d'immatriculation, numéro de série. Quand elle m'a demandé si j'avais une idée de qui aurait pu la prendre, j'ai hésité un bref instant avant de lui dire la vérité. Mes parents ont donné mon double de clé à ma sœur, sans ma permission. Ils ont prétendu qu'ils avaient le droit de lui donner ma voiture. L'expression de l'agente Martinez n'a pas changé, mais quelque chose a vacillé dans son regard. Et souhaitez-vous porter plainte? C'était le moment où tout pouvait basculer. Si je disais oui, j'enclencherais quelque chose d'irréversible. Ma famille ne me le pardonnerait jamais. Les dîners de fête deviendraient gênants, voire inexistants. Ma mère cesserait probablement de me parler complètement. Mais ils avaient volé ma voiture. Il n'y avait pas d'autre mot pour ça. Oui, ai-je dit. Je veux porter plainte. Elle a hoché la tête et a pris des notes dans son rapport. Nous devrons classer cela comme un vol de véhicule motorisé. Étant donné que vous savez qui la détient et où il se trouve probablement, nous pourrons sans doute résoudre cela rapidement. Connaissez-vous l'adresse actuelle de votre sœur? Je lui ai donné l'adresse d'Ashley, la maison qu'elle partageait avec son petit ami Brett, de l'autre côté de la ville. L'agente Martinez a dit qu'elle ferait le suivi et me tiendrait au courant. Alors qu'elle s'éloignait, je suis finalement monté à mon appartement. Le pad see-ew était devenu complètement froid, mais je l'ai mangé quand même, assise à ma petite table de cuisine, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Mon téléphone a commencé à vibrer presque immédiatement. D'abord ma mère, puis Ashley, puis de nouveau mon père. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Les messages vocaux étaient prévisibles. Ma mère, me traitant d'égoïste et d'ingrate. Ashley, en pleurs, disant qu'elle n'arrivait pas à croire que j'appellerais la police contre ma propre famille. Mon père, exigeant que j'annule la plainte immédiatement, ou que j'en subisse les conséquences. J'ai bloqué les 3 numéros et j'ai essayé de dormir. Le lendemain matin, l'agente Martinez m'a appelé pour m'informer que mon véhicule avait été localisé à la résidence d'Ashley. Ma sœur avait été citée pour possession d'un véhicule volé, et la voiture me serait restituée une fois que je serais venu fournir les documents de propriété. Votre sœur a affirmé que vos parents lui avaient donné la voiture en cadeau, a dit l'agente Martinez. Mais le titre de propriété est à votre nom seul, et vous avez déposé la plainte, donc légalement, c'est simple. J'ai pris un jour de congé et je suis allé récupérer ma voiture. La maison d'Ashley et Brett était exactement la même que lors de ma dernière visite, pour un dîner d'anniversaire gênant 6 mois plus tôt. Ma BMW était garée dans leur allée, comme si elle y avait sa place. Ashley est sortie en trombe alors que j'approchais avec l'agente Martinez, enceinte de 5 mois et furieuse. On aurait dit qu'elle voulait m'attaquer. Tu es folle, a-t-elle hurlé. Maman et papa m'ont donné cette voiture. Ils en avaient parfaitement le droit. Ils t'ont donné ma voiture, qui m'appartient,
ai-je corrigé. Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle faire partie d'une famille, a-t-elle répliqué. Mais tu as toujours été égoïste. Il faut toujours que tout tourne autour de toi. L'agente Martinez s'est interposée entre nous. Madame, le véhicule lui appartient. Le titre est à son nom. Vos parents n'avaient aucune autorité légale pour le donner. C'est ridicule, a dit Brett depuis le seuil de la porte. Il avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vu, et il avait l'air épuisé. On nous a dit que la voiture était à nous. Nous n'avons rien volé. Vous avez accepté un bien volé, ai-je dit froidement. Vous auriez pu demander à voir le titre de propriété. Vous auriez pu vous demander pourquoi mes parents donneraient ma voiture sans m'en parler. Le visage d'Ashley s'est décomposé, et elle s'est mise à pleurer. On en avait besoin. On ne peut pas se permettre d'acheter une voiture sûre pour le bébé. Le camion de Brett est en train de tomber en morceaux. Pendant un bref instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu du rire de mon père au téléphone. Du double de clé de ma mère, transformé en arme. Du mépris total pour mes 5 années de travail acharné et de sacrifice. Ce n'est pas mon problème, ai-je dit. Trouvez un travail, économisez de l'argent, faites ce que nous faisons tous, au lieu d'attendre qu'on vous donne tout. J'ai pris mes clés des mains de l'agente Martinez et je suis monté dans ma voiture. Elle sentait le parfum de Brett, et il y avait des emballages de fast-food sur la banquette arrière. Les vitamines prénatales d'Ashley étaient dans le porte-gobelet. Ils avaient déjà commencé à la traiter comme si elle était à eux. Le trajet de retour à mon appartement m'a semblé surréaliste. Je m'attendais à ce que quelqu'un appelle pour me dire que tout cela n'était qu'un malentendu, mais mon téléphone est resté silencieux. En rentrant, j'ai passé 1 heure à nettoyer la voiture. Chaque trace d'Ashley et de Brett devait disparaître, les emballages, un élastique à cheveux sur le levier de vitesse, des reçus de station-service où je n'étais jamais allé. Trouver une tétine coincée entre les sièges m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Ils avaient prévu que ce bébé voyagerait dans ma voiture. Ils avaient déjà imaginé leur avenir avec mon bien. J'ai tout documenté avec des photos. Grégory m'avait dit de tout conserver, et je prenais ce conseil très au sérieux. Chaque déchet est allé dans un sac en plastique que j'ai daté et étiqueté. Cela semblait excessif, mais j'avais appris qu'une préparation excessive valait mieux que d'être prise au dépourvu. Ma voisine, Madame Patterson, a frappé à ma porte ce soir-là. Elle avait plus de 70 ans et vivait dans l'immeuble depuis des décennies. Nous n'étions pas proches, mais nous discutions de temps en temps en allant chercher le courrier. J'ai vu que votre voiture avait disparu hier, a-t-elle dit. Puis j'ai vu la police ici. Tout va bien? Je lui ai raconté les grandes lignes, en regardant son expression passer de l'inquiétude à l'indignation. Vos propres parents, a-t-elle dit en secouant la tête. De mon temps, la famille signifiait que vous pouviez faire confiance aux gens, pas qu'ils pouvaient vous voler sans vergogne. Ces mots m'ont marqué. C'était exactement ce qui s'était passé. J'avais été volé par les personnes en qui j'aurais dû avoir le plus confiance. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais le rire de mon père, ce rejet désinvolte de ma panique, comme si ma détresse était amusante plutôt que légitime. Je ne l'avais jamais entendu rire des problèmes d'Ashley. Quand elle avait eu sa 2e accusation pour conduite en état d'ivresse, il avait été en colère et déçu, certes, mais il n'avait jamais ri. Vers 2 heures du matin, je me suis levé pour me faire un thé. Assise à ma table de cuisine, j'ai commencé à noter chaque fois où je me souvenais avoir été traitée comme moins importante qu'Ashley. La liste est devenue plus longue que prévu. Quand Ashley a abandonné l'université après un semestre, nos parents l'ont consolée en disant que les études n'étaient pas pour tout le monde. Quand j'ai eu des difficultés en chimie organique, mon père m'a dit de travailler plus dur car l'école d'infirmière n'allait pas devenir plus facile. Quand Ashley s'est fait virer de son emploi pour être arrivée en retard à plusieurs reprises, ma mère a blâmé le gérant pour son manque de flexibilité. Quand j'avais demandé à emprunter leur voiture une fois parce que la mienne était au garage, mon père m'avait fait la morale sur une meilleure planification. Le schéma était si clair, une fois mis à plat comme ça. Ashley était protégée des conséquences. Moi, j'étais censé tout gérer toute seule. Et quand je réussissais, quand j'achetais une voiture dont j'étais fier, elle devenait quelque chose qu'il pouvait lui donner. À l'aube, j'avais 5 pages de notes. Le thé avait refroidi depuis des heures, mais je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la découverte de ma place de parking vide, de la clarté.
Il a fallu 3 jours pour que le reste de la famille s'en mêle. Ma tante Suzanne a appelé, essayant de jouer les médiatrices. Elle avait toujours été la pacificatrice, aplanissant les disputes à Thanksgiving et à Noël. Mais même elle semblait penser que je n'étais pas raisonnable. « Ta sœur est enceinte », a-t-elle dit doucement. « Ne peux-tu pas laisser tomber, pour le bien de l'unité familiale ?» L'unité familiale est une voie à double sens, ai-je répondu. Où était l'unité familiale quand mes parents ont volé ma voiture? Ils ne l'ont pas volée. Ils ont juste redistribué les ressources. Tu dois comprendre, Ashley et Brett sont dans une situation financière difficile. Moi aussi. Je suis une femme célibataire vivant dans une ville chère avec un salaire d'infirmière. J'ai fait des heures supplémentaires pendant 5 ans pour payer cette voiture. Mais tu n'attends pas de bébé. La sous-entendue était claire. Mes besoins et mes réussites comptaient moins parce que je n'étais pas tombée enceinte. Peu importait qu'Ashley ait à peine travaillé durant la majeure partie de sa vingtaine, passant d'un emploi à temps partiel à un autre. Peu importait qu'elle ait fait des choix qui lui ont fait perdre son permis. Parce qu'elle allait avoir un bébé, elle méritait mon bien. J'ai terminé cette conversation, ai-je dit à Suzanne. Si quelqu'un dans cette famille veut me parler, il peut commencer par des excuses. J'ai raccroché et les bloqué. Le travail est devenu mon sanctuaire. À l'hôpital, les choses avaient un sens. Les patients avaient besoin de soins, je les leur fournissais. Les compagnies d'assurance essayaient de refuser la couverture, je me battais contre elles. Il y avait des règles, des procédures, et un sens fondamental du bien et du mal qui n'existait apparemment pas dans ma famille. Ma collègue, Madison, a remarqué que j'étais distraite pendant un service, environ une semaine après avoir récupéré ma voiture. « Tout va bien ?» a-t-elle demandé alors que nous notions les médicaments au poste des infirmières. Je lui ai donné la version abrégée. Ses yeux s'écarquillaient à chaque phrase. « Ils ont juste pris ta voiture ? Jean, ils sont partis avec pendant que tu étais au travail ? Apparemment, la loyauté familiale signifie que je n'ai pas droit à la propriété privée. » Madison a secoué la tête, incrédule. Mon cousin a essayé quelque chose de similaire avec les bijoux de ma grand-mère après sa mort. Il prétendait que mamie les lui avait promis. On a dû faire appel à des avocats. Et ça a marché? Finalement, oui, mais la moitié de la famille a cessé de nous parler. Ils disaient qu'on était avide et irrespectueux. Elle a fait une pause. Mais ça en valait la peine. Certaines personnes prendront tout ce que tu as si tu les laisses faire. Ces mots m'ont marqué. Certaines personnes prendront tout ce que tu as si tu les laisses faire. 2 semaines après avoir récupéré ma voiture, j'ai reçu une lettre de mise en demeure d'un avocat représentant mes parents. Il menaçait de me poursuivre pour détresse émotionnelle et diffamation. Apparemment, Ashley avait été si bouleversée par mes actions que son médecin l'avait mise au repos forcé, et il m'en tenait pour responsable. J'ai fixé la lettre pendant un long moment. Puis j'ai appelé mon propre avocat. Gregory Whitman était un spécialiste du droit de la famille, recommandé par le cousin de Madison. Son bureau se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, avec vue sur la rivière. Il a lu la lettre de mes parents avec une expression imperturbable. Ont-ils une quelconque plainte légitime, ai-je demandé. Absolument aucune, a-t-il dit. C'est une tactique d'intimidation. Ils espèrent que vous allez reculer plutôt que d'affronter une action en justice. Peuvent-ils vraiment me poursuivre pour détresse émotionnelle? Ils peuvent essayer, mais ils ne gagneront pas. Vous avez déposé une plainte légitime pour le vol de votre véhicule. Ce n'est pas de la diffamation, c'est factuel. Quant à la détresse émotionnelle, il devrait prouver que vous avez agi avec une intention malveillante, plutôt que de simplement protéger vos droits de propriété. Il a mis la lettre de côté et m'a regardé droit dans les yeux. La question est, que voulez-vous faire maintenant? Nous pouvons envoyer une réponse leur disant d'aller se faire voir, ou nous pouvons passer à l'offensive. En quoi consisterait l'offensive? Vous pourriez intenter une action civile pour détournement de biens, la prise illégale de votre propriété. Même si vous avez récupéré la voiture, vous avez subi des dommages, stress, jours de congé, frais juridiques. Vous pourriez également poursuivre vos parents pour vol, bien que le procureur devrait décider de poursuivre ou non. L'idée de poursuivre mes propres parents me rendait malade, mais l'idée de les laisser m'intimider me semblait pire encore. Commençons par une lettre de réponse, ai-je dit. Faites bien comprendre que je ne me laisserai pas faire. Gregory a hoché la tête et a pris des notes.
Je vais rédiger quelque chose aujourd'hui. En attendant, documentez tout. Conservez tous les messages vocaux, SMS, email. Si un membre de votre famille vous menace ou admet avoir pris la voiture, gardez en une trace. J'ai quitté son bureau en me sentant un peu plus en contrôle. Au moins, j'avais quelqu'un de mon côté qui comprenait que la propriété signifiait réellement quelque chose. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à voir une thérapeute. Le docteur Sarah Chen était spécialisé dans les dynamiques familiales et les questions de limites. Son cabinet était apaisant, tout en nuances de gris doux et de plantes, avec vue sur un petit jardin. « Parlez-moi de votre famille », a-t-elle dit lors de notre première séance. J'ai commencé par la voiture, mais elle m'a poussé à aller plus en profondeur. Nous avons parlé de mon enfance, du fait d'avoir toujours été la personne responsable, de la façon dont j'avais appris que l'amour était conditionnel, qu'il fallait être utile. Vous avez été parentifié, a dit le docteur Chen. Vous avez appris très tôt que votre valeur venait du fait de prendre soin des autres et de ne pas causer de problème. C'est un lourd fardeau pour un enfant. Je n'y avais jamais pensé de cette façon, mais elle avait raison. Quand Ashley avait des difficultés, on attendait de moi que je sois compréhensive. Quand j'avais des difficultés, on me disait de me débrouiller. Que se passe-t-il si vous les décevez, a-t-elle demandé. La question m'a serré la poitrine. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment essayé. Vous essayez maintenant, a-t-elle souligné. En déposant cette plainte, en refusant de laisser tomber. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? C'est terrifiant, ai-je admis, mais aussi, d'une certaine manière, puissant. Elle a souri. C'est ça, la croissance. La peur et le sentiment de puissance vont souvent de pair. Nos séances sont devenues un point d'ancrage hebdomadaire. Le docteur Chen m'a aidé à voir des schémas auxquels j'avais été aveugle, à comprendre que me défendre n'était pas égoïste. C'était nécessaire. La lettre de réponse a été livrée en 48 heures. Grégory avait rédigé un document à la fois professionnel et dévastateur. Il exposait les faits, citait les lois pertinentes, et indiquait clairement que tout harcèlement supplémentaire entraînerait d'autres poursuites judiciaires. Mon téléphone a explosé de messages furieux de membres de ma famille dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Apparemment, mes parents avaient raconté à tout le monde leur version des faits, me dépeignant comme une fille vengeresse qui avait appelé la police contre sa sœur enceinte pour un simple malentendu. Seule ma grand-mère m'a contacté avec une approche quasi neutre. Phyllis avait 83 ans et ne tolérait les bêtises de personne, y compris de ses propres enfants. « Raconte-moi ce qui s'est réellement passé », a-t-elle dit quand j'ai répondu à son appel. Je lui ai tout expliqué, la voiture disparue, le rire de mon père, la plainte, la mise en demeure. Elle a écouté sans m'interrompre. « Tes parents sont des imbéciles », a-t-elle finalement dit. Laurence a toujours gâté Ashley. Denise le permet. Ils menacent de me poursuivre, grand-mère. Qu'ils essaient. Je témoignerai en ta faveur si on en arrive là. Elle a fait une pause. Tu as bien fait. Personne n'a le droit de prendre ce pourquoi tu as travaillé, que ce soit la famille ou non. Entendre ces mots de sa part a desserré quelque chose dans ma poitrine. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que quelqu'un dans ma famille reconnaisse que je n'étais pas folle. Merci, ai-je dit doucement. Ne me remercie pas. Simplement, ne cède pas. Les tyrans n'arrêtent que lorsque vous cessez de vous laisser faire. Son soutien signifiait tout. Mais il m'a aussi fait réaliser à quel point je m'étais isolé de ma famille. En grandissant, nous avions des dîners dominicaux chaque semaine, des fêtes d'anniversaire, des traditions de vacances. Maintenant, j'étais à l'extérieur, et une partie de moi pleurait ce que j'avais perdu, même si je savais que j'avais fait le bon choix. Le travail continuait d'être mon refuge, mais le bilan émotionnel commençait à se faire sentir. Je me suis emporté contre un interne qui était trop lent pendant sa tournée. J'ai oublié de rappeler un patient. De petites erreurs qui ne me ressemblaient pas. Ma superviseure, Karen, m'a prise à part après un service particulièrement difficile. Elle avait la cinquantaine, une infirmière chevronnée qui avait tout vu. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé directement. « Tu n'es pas toi-même. » J'ai craqué et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans jugement, puis a dit quelque chose d'inattendu. Mon frère a volé mon identité une fois, a ouvert des cartes de crédit à mon nom, a détruit ma cote de crédit. Elle a marqué une pause. C'était la famille, et tout le monde disait que je devais juste régler ça en privé, mais j'ai porté plainte.
Il a fait 6 mois de prison. La moitié de ma famille a cessé de me parler. Vous le regrettez, ai-je demandé. Pas le moins du monde. Ma cote de crédit s'est rétablie, et j'ai appris que je méritais mieux que d'être la victime de gens qui prétendaient m'aimer. Elle m'a serré l'épaule. Les membres de la famille qui m'ont abandonné ne valaient de toute façon pas la peine d'être gardés. Ceux qui sont restés sont ceux qui comptent vraiment. Ces petits moments de validation de la part de personnes extérieures à ma famille m'ont aidé à tenir. Ils voyaient clairement ce que ma famille refusait de reconnaître, ce qui m'était arrivé était mal. Point final. Halloween est passé. Thanksgiving approchait. Ma mère m'a envoyé un email formel m'informant que je n'étais plus la bienvenue aux réunions de famille tant que je ne m'excuserais pas auprès d'Ashley et que je n'abandonnerais pas toute action en justice potentielle. J'ai passé Thanksgiving avec Madison et son partenaire dans leur maison en banlieue. Leur famille était bruyante, chaotique et chaleureuse, et personne ne volait la voiture de personne. C'était le meilleur Thanksgiving que j'avais eu depuis des années. Ashley a donné naissance à une fille le 8 décembre. Ma mère a envoyé un email de groupe avec des photos et le nom du bébé, Kennedy Marie. Elle était magnifique, minuscule et parfaite. L'email ne m'incluait pas dans la liste des destinataires, je ne l'ai vu que parce que Suzanne me l'a transféré avant de se souvenir que nous ne nous parlions plus. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions en regardant ces photos, de la joie pour ce bébé qui n'avait pas demandé à naître dans ce chaos, de la tristesse de ne probablement jamais rencontrer ma nièce, et de la colère que ma famille ait créé cette situation tout en continuant de m'en blâmer. Noël a été calme. J'ai travaillé à l'hôpital, puis je suis rentré chez moi. Ma grand-mère m'a envoyé un chèque avec un mot qui disait « Ne les laisse pas t'épuiser ». En janvier, le petit ami d'Ashley, Brett, m'a contacté. Il a envoyé un SMS d'un numéro inconnu, demandant si nous pouvions parler. Contre toute attente, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près de chez moi. Avant la rencontre, j'ai appelé Grégory pour le prévenir. Il m'a conseillé d'enregistrer la conversation si c'était légal dans mon état, et de faire attention à ne prendre aucun accord ou promesse. Ne le laissez pas vous manipuler émotionnellement, m'a prévenu Grégory. Il peut sembler sympathique, mais c'est toujours la personne qui conduisait votre voiture en ville. J'ai gardé cela à l'esprit en me rendant au café. L'endroit était bondé à l'heure du déjeuner, ce qui me rassurait. Les rencontres publiques étaient toujours préférables pour ce genre de conversation. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux, des vêtements froissés, l'apparence d'un nouveau parent en manque de sommeil. Merci de me rencontrer, a-t-il dit alors que nous nous asseyions avec nos cafés. Que veux-tu, Brett? Il s'est frotté le visage avec les deux mains. Je voulais m'excuser pour mon rôle dans tout ça. J'aurais dû me demander d'où venait la voiture. J'aurais dû insister pour voir les papiers. C'est juste que... La famille d'Ashley a dit qu'ils voulaient nous faire ce cadeau, et je n'ai pas regardé de plus près parce qu'on en avait tellement besoin. Tu aurais pu me le demander directement. Je sais. Je suis désolé. Il avait l'air sincèrement malheureux. Pour ce que ça vaut, j'ai dit à Ashley dès le début que quelque chose clochait, mais ses parents ont insisté que tout allait bien, et elle les a crus. Comment va-t-elle? Dépassée. Effrayée. Le bébé a des coliques, et personne ne dort. Mon camion est tombé en panne la semaine dernière et nous n'avons pas les moyens de le réparer. Ses parents n'ont pas aidé du tout depuis qu'elle a accouché. Il a ri amèrement. J'imagine que leur générosité ne s'étend qu'à donner les biens des autres. Malgré tout, j'ai ressenti une petite pointe de sympathie. Je suis désolé que vous ayez des difficultés, ai-je dit, mais ça ne justifie toujours pas ce qui s'est passé. Je sais. Je ne demande rien. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans la vie d'Ashley ne pense pas que tu es la méchante ici. Il a fini son café et s'est levé. Prends soin de toi. Après son départ, je suis resté assise un moment, pensant aux conséquences. Mes parents avaient créé cette situation avec leur sentiment de droit et leur favoritisme. Maintenant, tout le monde en subissait les retombées. En mars, j'ai reçu un appel de l'agente Martinez. Il y avait eu des développements dans l'affaire. Le petit ami de votre sœur s'est manifesté avec de nouvelles informations, a-t-elle dit. Apparemment, votre père lui a explicitement dit que vous aviez accepté de leur donner la voiture, mais que vous étiez trop timide pour le faire directement, alors il facilitait le transfert. Nous pourrions avoir des motifs pour des accusations de fraude. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre père a délibérément déformé la situation pour obtenir votre bien.
C'est un crime. Le bureau du procureur examine le dossier. J'ai pensé à mon père faisant face à des accusations criminelles, à Ashley gérant un nouveau-né pendant que ses parents risquaient des conséquences juridiques, à l'implosion complète de ma famille. Que se passe-t-il si le procureur décide de poursuivre? Votre père serait inculpé, et peut-être votre mère aussi, selon son implication. Il se verrait probablement offrir une négociation de peine pour une première infraction, mais il y aurait des conséquences. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise sur mon canapé et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment. La vengeance? La justice? Des excuses? Tout ça à la fois? 3 jours plus tard, mon père a appelé d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Il faut qu'on parle, a-t-il dit sans préambule. Je n'ai rien à te dire. La police parle de porter plainte. Ça devient incontrôlable. C'est devenu incontrôlable quand tu as volé ma voiture et que tu en as ri. Il y eut un long silence. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à porter plainte. Je pensais que tu serais en colère quelques jours, puis que tu laisserais tomber. Tu as eu tort. Ta sœur est en difficulté. Le bébé a des problèmes de santé. Brett a perdu son travail. Ils sont sur le point de perdre leur maison. Sa voix s'est légèrement brisée. S'il te plaît, ne peut-on pas régler ça en famille? Tu as clairement montré que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille, ai-je dit. Je suis juste la ressource à laquelle vous puisez quand Ashley a besoin de quelque chose. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai presque ri. Tu veux parler de justice? Parlons du fait que j'ai fait des doubles services et des heures supplémentaires pendant 5 ans, pendant qu'Ashley faisait la fête et prenait de mauvaises décisions. Parlons du fait que j'ai fini de payer ma voiture 2 semaines avant que vous ne la voliez. Parlons du fait que vous n'avez jamais reconnu mes réussites, mais que vous trouvez constamment des excuses pour les échecs d'Ashley. C'est ta sœur. Et je suis ta fille. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Un autre long silence. Que veux-tu, a-t-il finalement demandé. Dis-le. Je le ferai. Je veux que tu admettes que tu as volé ma voiture. Pas que tu as réattribué les ressources familiales, ni facilité un cadeau. Voler. Je veux que tu admettes que tu n'avais aucun droit de donner mon bien. Et je veux que tu expliques à toute la famille ce que tu as fait, et que tu t'excuses publiquement. Tu me demandes de m'humilier. Je te demande de dire la vérité. Si c'est humiliant, peut-être que ça en dit long sur tes actions. Il est resté silencieux si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Et si je fais ça, a-t-il finalement dit, tu laisses tout tomber? Tu parles au procureur? Tu fais disparaître tout ça? Je l'envisagerai. Ce n'est pas suffisant. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Tu as détruit ma confiance. Tu n'es pas en position d'exiger comment je la reconstruis. Il a raccroché sans un mot de plus. Le dimanche de Pâques, j'ai reçu un email de mon père. Il était adressé à toute la famille, tante, oncle, cousin, tout le monde. L'email faisait 3 paragraphes. Dans un langage prudent et formel, il admettait que lui et ma mère avaient pris ma voiture sans ma permission ni ma connaissance. Il reconnaissait qu'il n'avait aucun droit légal de la donner. Il s'excusait pour ses actions, et pour la façon dont il avait rejeté mes sentiments lorsqu'il avait été confronté. Ce n'était pas tout ce que je voulais. Il n'y avait aucune explication sur les raisons de son geste, aucune reconnaissance du schéma de favoritisme, mais c'était quelque chose. J'ai transféré l'email à Gregory Whitman et lui ai demandé son avis. C'est un début, a-t-il dit. Si vous voulez approcher le procureur pour abandonner les charges, cet email montre une prise de responsabilité. Mais vous n'avez aucune obligation de le faire. J'ai pensé au bébé d'Ashley avec ses problèmes de santé, à Brett essayant de subvenir aux besoins de sa famille, à mes parents vieillissant confrontés aux conséquences de leur choix. Puis j'ai pensé à moi, à 26 ans, prenant des quarts de travail supplémentaires et mangeant des nouilles instantanées pour payer ma voiture, à la fierté que j'ai ressentie en faisant ce dernier paiement, à la violation de rentrer chez moi et de trouver une allée vide. Laissez-moi y réfléchir, ai-je dit à Gregory. Ce week-end-là, ma grand-mère m'a invité à dîner chez elle. Quand je suis arrivé, mes parents étaient là. Avant de partir, a dit fermement grand-mère Phyllis, tout le monde va s'asseoir et avoir une conversation civilisée, comme des adultes. Ma mère avait l'air d'avoir pleuré pendant des jours. Mon père ne pouvait pas me regarder dans les yeux.
Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger de Phyllis, dans un silence inconfortable. Laurence et Denise vont parler maintenant, a dit Phyllis, et tu vas écouter sans interrompre. Mon père s'est éclairci la gorge. J'ai eu tort. Tout ce que j'ai fait était mal. J'ai laissé mon inquiétude pour Ashley m'aveugler sur le fait que je te volais. J'ai trahi ta confiance de la pire des manières. Ma mère m'a enfin regardé. C'est moi qui leur ai donné la clé. J'ai aidé à planifier quand la prendre. Je me suis dit que nous aidions la famille, mais la vérité, c'est que nous volions notre propre fille parce que c'était plus facile que de dire non à Ashley. Pourquoi? La question est sortie plus faible que je ne l'avais prévu. Pourquoi suis-je toujours celle qui doit se sacrifier? Pourquoi la vie d'Ashley compte-t-elle plus que la mienne? Ce n'est pas le cas, a dit ma mère, la voix brisée. Mais elle a toujours eu besoin de plus d'aide. Et quelque part, en chemin, nous avons commencé à penser que c'était ainsi que les choses devaient être. Tu étais forte et indépendante, alors nous nous sommes appuyés sur toi. Nous avons profité de ta force. Vous avez profité de mon amour pour vous, ai-je corrigé. Vous saviez que je ferais n'importe quoi pour la famille, alors vous avez continué à en demander plus. Mon père a hoché lentement la tête. Tu as raison. Et je suis désolé. Je ne sais pas comment réparer ça, mais je veux essayer. Nous avons parlé pendant 2 heures. Ce ne fut ni confortable ni facile. Il y a eu des larmes, des éclats de voix, et des moments où j'ai failli partir, mais à la fin, quelque chose avait légèrement changé. Je ne leur ai pas pardonné, pas complètement. Le pardon prend du temps et exige un changement de comportement, pas seulement des mots. Mais j'ai accepté de parler au bureau du procureur de la possibilité d'abandonner les charges, en échange d'un dédommagement et d'une thérapie. Mes parents ont accepté de payer tous mes frais juridiques et de participer à des séances de thérapie familiale avec moi. Ashley et Brett n'étaient pas invités à ces séances, du moins pas au début. Il fallait d'abord régler ma relation avec mes parents, avant de pouvoir aborder la dynamique familiale plus large. Le procureur a accepté d'abandonner les poursuites après avoir reçu la confession écrite de mon père et la preuve du dédommagement. L'agente Martinez a semblé satisfaite de la résolution. Toutes les affaires de ce genre ne se terminent pas ainsi, m'a-t-elle dit lors de notre dernière conversation. La plupart des familles étouffent juste l'affaire. Bravo à vous d'avoir tenu bon. La thérapie a été plus difficile que prévu. Mes parents ont dû affronter des schémas qui remontaient à l'enfance d'Ashley, la façon dont ils avaient excusé son comportement, compensé ses mauvais choix, et attendu de moi que je sois compréhensive parce que j'étais plus capable. J'ai dû affronter mon propre schéma, dire oui quand je pensais non, sacrifier mes besoins pour maintenir la paix, mesurer ma valeur à mon utilité pour les autres. En juin, Ashley m'a envoyé une lettre manuscrite sur du papier à fleurs. Elle était étonnamment honnête. Elle a admis qu'elle avait toujours été jalouse de moi. Je donnais l'impression que les choses étaient faciles, alors qu'elles lui semblaient impossibles. J'avais une vie bien rangée, tandis que la sienne était constamment en désordre. Quand nos parents lui ont offert ma voiture, elle s'est convaincue que je le lui devais, après des années à être la fille parfaite. Elle n'a pas demandé pardon. Elle a juste dit qu'elle comprenait maintenant qu'elle avait eu tort, et qu'elle espérait qu'un jour nous pourrions reconstruire notre relation. J'ai gardé la lettre, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir avant de pouvoir envisager une réconciliation. En septembre, ma relation avec mes parents avait évolué vers quelque chose de différent. De plus honnête, peut-être, de plus délimité, certainement. Je les voyais une fois par mois pour le dîner, et nous faisions tous attention à ne pas parler d'Ashley, à moins que je n'aborde le sujet en premier. Ma grand-mère est restée mon plus grand soutien. Elle m'a répété à plusieurs reprises à quel point elle était fière que je me sois défendu. Ton grand-père disait toujours que la marque du caractère, c'est ce que tu fais quand les gens essaient de profiter de toi, a-t-elle dit. Tu as du caractère, ma chérie. Je conduis toujours ma BMW. Parfois, je me souviens de ce retour à la maison, devant cette allée vide, et je ressens à nouveau de la colère. D'autres fois, je suis simplement reconnaissante d'avoir appris la leçon avant qu'il n'essaie de prendre quelque chose d'encore plus important. La famille, c'est compliqué. L'amour ne donne pas aux gens le droit de disposer de vos biens ou de votre tranquillité d'esprit. Parfois, la chose la plus aimante à faire est de fixer des limites, et de les faire respecter, même si ça fait mal. Ashley et moi avons échangé quelques emails. Nous ne sommes pas proches, et nous ne le serons peut-être plus jamais, mais elle m'a incluse dans un SMS de groupe quand Kennedy a fait ses premiers pas,
et j'ai envoyé une carte cadeau sans trop y penser. Brett et moi prenons parfois un café ensemble. Il a trouvé un nouveau travail dans la construction, et ils se sont stabilisés financièrement. Il n'a plus jamais cherché d'excuses pour ce qui s'est passé, ce que j'apprécie. Les documents juridiques de cette période sont classés dans un tiroir de mon appartement. Parfois, je les regarde et je me souviens à quel point j'ai failli tout laisser tomber, juste pour maintenir la paix. Combien j'aurais perdu si j'avais choisi un confort temporaire plutôt que de me défendre. Ma collègue Madison m'a demandé récemment si je pensais que ça en valait la peine, tout ce conflit, cette douleur et ce drame familial. J'y ai réfléchi un instant avant de répondre. Ma voiture est toujours dans mon allée. Ma famille sait qu'elle ne peut pas me marcher sur les pieds. Et j'ai appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. Oui, ai-je dit, ça en valait la peine. Elle a hoché la tête, comprenant. Parfois, la chose la plus difficile et la bonne chose sont une seule et même chose. L'air d'automne a cette même fraîcheur vivifiante que le soir où je suis rentré pour trouver ma voiture disparue. Mais maintenant, quand je me gare à ma place attitrée et que je monte à mon appartement, je ne me sens pas violé. Je me sens fier. J'ai payé pour cette voiture. Je l'ai méritée. Et quand quelqu'un a essayé de me la prendre, je me suis défendu. Certaines personnes prendront tout ce que vous avez, si vous les laissez faire. Mais je ne les ai pas laissés faire. Et cela fait toute la différence.